En novembre 2025, la carte ouest-africaine bascule brutalement. Le départ net de la Guinée-Bissau d'ECOWAS ouvre l'Atlantique à l'AES, accélère les dominos géopolitiques et met à l'épreuve 50 années d'intégration régionale dans un contexte de sanctions contestées et d'alliances alternatives. Que signifie ce réalignement pour les États côtiers, les régimes militaires voisins et pour Ibrahim Traoré, devenu référence d'un souverainisme assumé, observé par une jeunesse africaine en quête de rupture. Derrière la rupture institutionnelle, un nouvel ordre maritime, sécuritaire et symbolique commence à prendre forme sous nos yeux, bien au-delà d'un simple retrait administratif. Cette analyse promet une lecture rigoureuse d'un basculement régional qui dépasse largement le cas d'un seul État. Elle vise à éclairer ce que le retrait de la Guinée-Bissau révèle sur l'affaiblissement d'ECOWAS, la montée de blocs alternatifs et la redéfinition des règles de coopération en Afrique de l'Ouest. L'enjeu pour le public est clair, comprendre comment ces décisions influencent notre sécurité, les routes commerciales, la souveraineté économique et les équilibres de pouvoir dans une région déjà fragilisée, au-delà des déclarations officielles. Il s'agit d'examiner les risques et les opportunités générées par cette rupture. Un retrait peut renforcer l'autonomie politique, mais il peut aussi exposer un pays à l'isolement financier, à des vulnérabilités sécuritaires et à une dépendance accrue envers de nouveaux partenaires. L'objectif est donc d'aller au-delà du récit binaire libération ou chaos, en identifiant les mécanismes concrets à l'œuvre. Qui gagne de l'influence, qui en perd et à quel prix. Cette promesse repose sur une chose, relier les choix politiques aux conséquences tangibles pour les États et leurs populations, sans rhétorique ni simplification. En quelques semaines seulement, un État historiquement marginal a modifié l'équation stratégique de toute l'Afrique de l'Ouest. Le retrait formel de la Guinée-Bissau d'ECOWAS, suivi de son alignement avec l'Alliance des États du Sahel, a offert à ce bloc enclavé un accès direct à l'océan Atlantique, un avantage géopolitique jusqu'alors hors de portée. Ce basculement n'est pas symbolique. Il transforme une contrainte géographique structurelle en levier stratégique avec des implications immédiates pour le commerce, la sécurité et les alliances régionales. Pour comprendre cette rupture, il faut revenir au contexte. ECOWAS reposait sur 3 piliers: intégration économique, sécurité collective et discipline institutionnelle. Or, ces dernières années, ces fondations ont été fragilisées par une succession de coups d'État, des sanctions contestées et une incapacité croissante à faire respecter les règles communes. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont déjà défié l'autorité du bloc sans en subir de conséquences durables, installant l'idée qu'une sortie était possible sans coût immédiat. La Guinée-Bissau s'inscrit dans cette dynamique, mais avec une spécificité majeure, son littoral. En rejoignant l'AES, elle ne se contente pas de changer d'alignement politique. Elle devient une pièce centrale dans une stratégie régionale visant à contourner les circuits commerciaux dominés par les États restés fidèles à ECOWAS et à projeter une autonomie stratégique accrue. C'est ici qu'intervient la dimension idéologique. Le modèle promu par Ibrahim Traoré au Burkina Faso, fondé sur la souveraineté nationale, le rejet des conditionnalités extérieures et une gouvernance militarisée, sert désormais de référence implicite. La décision bissau-guinéenne montre que ce discours ne circule plus seulement au Sahel, il commence à structurer des choix concrets d'alignement régional. La question centrale n'est donc plus de savoir si ECOWAS est contesté, mais jusqu'où cette contestation peut remodeler l'ordre ouest-africain. Pour saisir les effets concrets de ce réalignement, il faut observer les acteurs qui en deviennent les points de référence. En Guinée-Bissau, la junte dirigée par le général Horta Ananaman incarne une rupture avec une gouvernance civile perçue comme faible et dépendante. Son discours met en avant la souveraineté, la sécurité et la reprise de contrôle sur des décisions longtemps arbitrées à l'extérieur. Ce positionnement trouve un écho immédiat dans une partie de l'appareil militaire et politique lassé d'un statu quo jugé stérile. Les premiers effets sont surtout politiques et symboliques. À l'intérieur, l'annonce du retrait d'ECOWAS a été présentée comme un acte d'affirmation nationale, capable de restaurer une forme de légitimité à un régime issu d'un coup d'État. À l'extérieur, elle a replacé la Guinée-Bissau
au centre des discussions régionales, non plus comme un État fragile en marge, mais comme un maillon stratégique pour un bloc en construction. Ce rôle de passeur côtier change la perception du pays. Des capitales sahéliennes y voient un partenaire utile, tandis que les États restés dans ECOWAS s'interrogent sur les précédents créés par une sortie sans sanction immédiate. Dans ce jeu d'observation mutuelle, le modèle défendu par Ibrahim Traoré agit comme un repère idéologique. Un État militaire qui revendique l'autonomie stratégique et défie ouvertement les cadres régionaux hérités de l'après-indépendance. Sur le terrain, cependant, les retombées restent limitées. Les institutions demeurent fragiles, les capacités administratives réduites et les attentes élevées. Cette tension entre ambition politique et moyens réels constitue le premier test du choix opéré. L'enjeu devient alors clair, transformer un geste politique fort en gain concret et durable. Le déclenchement est rapide, presque abrupt. Après la prise de pouvoir militaire, la nouvelle direction bisso-guinéenne signale très tôt sa défiance envers ECOWAS. Les déclarations publiques dénoncent une organisation jugée intrusive, inefficace et alignée sur des intérêts extérieurs. Contrairement à d'autres crises régionales, il n'y a ni phase de négociation prolongée, ni menace progressive. La décision est présentée comme irréversible, assumée et cadrée comme un acte de souveraineté plutôt que comme une tactique de pression. Le point culminant intervient avec l'annonce officielle du retrait, suivi presque immédiatement par l'adhésion à l'Alliance des États du Sahel. Ce séquençage est central. Il ne s'agit pas de quitter un bloc pour se retrouver isolé, mais de substituer une architecture régionale à une autre. En quelques jours, la Guinée-Bissau passe du statut de membre périphérique d'ECOWAS à celui de partenaire stratégique d'un bloc militaire en quête de débouchés maritimes. Ce basculement donne à l'AES ce qui lui manquait structurellement, une ouverture directe sur l'Atlantique. À ce moment précis, la dynamique régionale change de nature. Pour le Mali, le Burkina Faso et le Niger, l'accès potentiel à des routes maritimes indépendantes réduit la dépendance envers les ports contrôlés par des États restés fidèles à ECOWAS. La géographie cesse d'être une contrainte passive pour devenir un instrument politique. Cette reconfiguration renforce la crédibilité du projet AES, non seulement comme alliance idéologique, mais comme tentative de construction d'un ordre fonctionnel alternatif. Les répliques ne tardent pas. Au sein d'ECOWAS, la décision bisso-guinéenne alimente un malaise déjà latent. Les sanctions antérieures contre d'autres régimes militaires ont été partiellement levées ou contournées, affaiblissant l'autorité normative du bloc. Le départ d'un État sans réaction coercitive immédiate renforce l'idée qu'ECOWAS est devenu optionnel. Cette perception est plus déstabilisante que la sortie elle-même, car elle touche au cœur de la crédibilité institutionnelle. Parallèlement, l'événement est observé avec attention au-delà de la Guinée-Bissau. Dans plusieurs capitales sahéliennes et ouest-africaines, des factions politiques et militaires évaluent les coûts réels d'un tel choix. Le précédent compte autant que la décision. Si un État fragile peut changer d'alignement, sans effondrement immédiat, la barrière psychologique à la sortie s'abaisse pour d'autres. C'est dans cette phase de réplique que la figure d'Ibrahim Traoré s'impose comme référence implicite. Son parcours au Burkina Faso, marqué par la rupture avec les partenaires occidentaux, l'expulsion de forces étrangères et la promotion d'un discours de souveraineté économique, fournit un cadre narratif prêt à l'emploi. La séquence bisso-guinéenne semble en reprendre les codes. Décision rapide, justification idéologique claire et recherche d'alliances non occidentales pour compenser les ruptures. Cependant, les répliques sont aussi internes. Les attentes montent au sein de la population et des élites locales. Quitter ECOWAS et rejoindre l'AES crée une promesse implicite de changement tangible. Si cette promesse tarde à se matérialiser, la même rapidité qui a permis la décision pourrait se retourner contre ceux qui l'ont prise. La séquence est donc complète. Un déclenchement volontaire, un point culminant stratégique et des répliques encore instables dont l'onde continue de traverser toute l'Afrique de l'Ouest. Le point de départ est institutionnel. ECOWAS
structure l'intégration ouest-africaine depuis près de 50 ans, un horizon temporel qui souligne l'ampleur de la rupture engagée par la Guinée-Bissau. Cette longévité n'est pas anodine. Elle a permis la mise en place de mécanismes communs de médiation, de coordination commerciale et de sécurité collective. La sortie d'un État membre après un coup d'État militaire marque donc un écart net entre le cadre historique et la trajectoire actuelle. En pratique, cela signifie qu'un ordre régional conçu pour durer est désormais contesté sans être immédiatement remplacé par une alternative éprouvée. Un second repère concerne la dynamique sahélienne récente. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont passé 2 années à consolider des régimes militaires, à expulser des forces étrangères et à rechercher de nouveaux partenariats sécuritaires. Ce laps de temps est court à l'échelle institutionnelle, mais suffisant pour tester les limites d'ECOWAS. Les sanctions imposées ont été ignorées ou levées sans provoquer de retour à l'ordre constitutionnel, créant un précédent mesurable. La capacité coercitive du bloc s'est révélée inférieure à ce que son mandat laissait supposer. L'écart entre l'intention affichée et l'effet réel est devenu visible. Le troisième indicateur est géographique et stratégique. Avant l'adhésion de la Guinée-Bissau à l'Alliance des États du Sahel, ce bloc regroupait exclusivement des pays enclavés. L'accès à l'Atlantique change cette équation de manière concrète. Il ne s'agit pas seulement d'une ouverture symbolique, mais d'un potentiel de redirection des flux commerciaux et logistiques. Cet écart entre un espace fermé et un espace ouvert redéfinit les options disponibles, même si les infrastructures nécessaires restent largement à construire. Ces 3 repères permettent de lire le basculement en termes de avant et de d'après. Avant, ECOWAS pouvait compter sur la force de l'inertie institutionnelle et sur la dépendance géographique de ses membres. Après, cette inertie est affaiblie et la dépendance n'est plus totale. La Guinée-Bissau, en devenant le débouché maritime d'un bloc militaire, incarne ce changement d'état. Cependant, l'analyse quantitative révèle aussi des limites. La capacité militaire bissau-guinéenne demeure restreinte et son économie reste fortement dépendante d'un nombre réduit de ressources. L'écart entre les ambitions affichées et les moyens disponibles est donc significatif. Cet écart est précisément ce qui rend le modèle promu par Ibrahim Traoré à la fois attractif et risqué. Au Burkina Faso, ce modèle a démontré qu'une rupture rapide avec les cadres existants pouvait être politiquement mobilisatrice, mais il a aussi mis en lumière les difficultés de traduction économique et sécuritaire. En comparant ces trajectoires, une lecture se dessine. Le passage d'un système multilatéral ancien à une alliance alternative récente crée un différentiel de crédibilité. ECOWAS souffre de ne pas avoir su imposer ses règles malgré des décennies d'existence. L'AES, de son côté, bénéficie d'un élan politique, mais reste confronté à un déficit de capacité tangible. La Guinée-Bissau se situe exactement dans cet intervalle entre un cadre affaibli et un projet encore incomplet. La question n'est donc pas de savoir quel bloc dispose du discours le plus convaincant, mais lequel sera capable de réduire cet écart entre promesses et réalité. C'est sur ce terrain mesurable que se jouera la suite du réalignement régional. Les défenseurs du retrait de la Guinée-Bissau avancent d'abord un argument de cohérence politique. Selon eux, ECOWAS a perdu sa raison d'être en échouant à garantir la sécurité et le développement qu'elle promettait. Les sanctions contre les régimes militaires n'ont ni rétabli l'ordre constitutionnel, ni amélioré la stabilité régionale. Dans cette lecture, rester dans le bloc reviendrait à accepter un cadre inefficace, dominé par quelques États moteurs et aligné sur des priorités extérieures. Quitter ECOWAS serait donc un acte rationnel, destiné à récupérer une marge de manœuvre politique et à rejoindre un ensemble qui privilégie la souveraineté nationale sur la conformité institutionnelle. Un second argument insiste sur la logique stratégique. L'Alliance des États du Sahel est présentée comme une réponse pragmatique à des menaces communes. Insécurité, pression extérieure et fragilité économique. En rejoignant ce bloc, la Guinée-Bissau ne s'isolerait pas, mais s'inscrirait dans une architecture alternative fondée sur la solidarité militaire et la coordination directe entre régimes partageant les mêmes contraintes.
L'accès à la côte atlantique renforcerait cette alliance, tandis que la Guinée-Bissau bénéficierait d'un soutien sécuritaire accru et d'une reconnaissance politique nouvelle. Ces arguments méritent d'être pris au sérieux, car ils reposent sur des échecs réels et observables d'ECOWAS. Pourtant, ils comportent des angles morts importants. Le premier concerne la capacité. Quitter un cadre imparfait n'implique pas automatiquement qu'un cadre alternatif fonctionnera mieux. L'AES reste une construction récente, dépourvue de mécanismes économiques robustes et confrontée à des défis internes majeurs dans chacun de ses États membres. La solidarité proclamée ne garantit ni financement, ni infrastructure, ni gouvernance efficace. Le second angle mort touche à la dépendance. Réduire l'influence occidentale ne signifie pas éliminer toute forme d'influence extérieure. Les nouveaux partenariats sécuritaires et diplomatiques impliquent leur propre conditionnalité, parfois moins visible mais tout aussi contraignante. Remplacer une dépendance par une autre ne constitue pas une souveraineté pleine, seulement un déplacement de centre de gravité. Enfin, l'argument de la rupture libératrice sous-estime le facteur temps. Les coûts d'une sortie institutionnelle sont souvent différés. L'isolement financier, la perte de crédibilité et la difficulté à attirer des investissements peuvent apparaître progressivement, lorsque l'élan politique initial s'essouffle. Ainsi, si le raisonnement en faveur du retrait est cohérent sur le plan symbolique et politique, il reste fragile sur le plan structurel. La question centrale demeure. Un changement d'alignement suffit-il à compenser des faiblesses institutionnelles profondes ou ne fait-il que les déplacer dans un nouveau cadre ? Un élément clé explique ce basculement, l'accès maritime. Ce point marque un changement de logique plus qu'un simple avantage géographique. Jusqu'ici, l'alliance des États du Sahel restait enfermée dans une contrainte structurelle, l'enclavement. Avec la Guinée-Bissau, cette limite disparaît partiellement et modifie la hiérarchie réelle des options disponibles. L'AES ne dépend plus exclusivement de corridors contrôlés par des États restés dans ECOWAS. Elle peut désormais projeter une autonomie logistique, sécuritaire et symbolique vers l'Atlantique. Ce déplacement du centre de gravité redéfinit les rapports de force. ECOWAS perd un levier implicite, celui de la géographie comme outil de discipline régionale. L'organisation conserve ses textes, ses sommets et ses mécanismes formels, mais son pouvoir d'incitation s'érode lorsque des alternatives crédibles émergent en dehors de son périmètre. À ce stade, la question n'est plus juridique, elle est pratique. Qui offre des solutions opérantes ici et maintenant ? C'est précisément sur ce terrain qu'intervient la référence à Ibrahim Traoré. Son influence ne tient pas à un traité ni à une institution, mais à une démonstration politique. Il a montré qu'un régime militaire pouvait rompre avec des cadres établis, absorber le choc initial et redéfinir ses partenariats sans s'effondrer immédiatement. Cette démonstration agit comme un catalyseur. Elle réduit la perception du risque et élargit le champ des possibles pour d'autres régimes. La Guinée-Bissau n'imite pas mécaniquement ce modèle, mais elle s'en inspire. Elle s'inscrit dans une dynamique où la souveraineté n'est plus négociée à l'intérieur des institutions régionales traditionnelles, mais affirmée par des choix d'alignement alternatifs. À partir de ce point médian, le débat change de nature. Il ne s'agit plus de savoir si ECOWAS est contestée, mais si elle peut encore redevenir incontournable. Pour les États et gouvernements, le réalignement de la Guinée-Bissau agit comme un test grandeur nature. Les membres d'ECOWAS, encore attachés au cadre existant, observent une érosion progressive de l'autorité collective. La sortie sans sanction immédiate affaiblit l'effet dissuasif des règles communes et complique toute réponse coordonnée future. A l'inverse, pour les régimes militaires sahéliens, l'événement valide l'idée qu'un chemin alternatif est praticable. L'adhésion bissau-guinéenne à l'AES renforce leur position dans les négociations régionales et internationales en montrant que le bloc peut s'étendre et attirer des partenaires stratégiques. Pour les acteurs économiques, les effets sont plus ambigus. À court terme, l'incertitude domine. Quitter ECOWAS signifie renoncer à des cadres commerciaux établis, à des facilités régionales et à une partie de la prévisibilité réglementaire. Les investisseurs traditionnels hésitent,
attendant de voir si les nouvelles alliances produiront des garanties comparables. Cependant, à moyen terme, l'ouverture maritime offerte à l'AES crée de nouvelles perspectives. Si des infrastructures de portuaires et logistiques sont développées, de nouveaux flux commerciaux pourraient émerger, moins dépendants des circuits contrôlés par les États restés dans ECOWAS. Le potentiel existe, mais il reste conditionné à des capacités financières et administratives encore limitées. Pour les populations, les conséquences sont indirectes mais déterminantes. Le discours de souveraineté et de rupture rencontre un écho réel, notamment auprès des jeunes générations frustrées par des décennies de stagnation et d'instabilité. La référence au modèle porté par Ibrahim Traoré alimente l'espoir qu'un État affirmé, dirigé par l'armée, puisse imposer l'ordre et relancer le développement. Mais ces attentes les sont élevées. Si les bénéfices concrets tardent à apparaître, le risque de désillusion est important. La promesse d'autonomie peut rapidement se heurter à la réalité des prix, de l'emploi et de la sécurité quotidienne. Enfin, pour l'équilibre régional, les implications sont profondes. L'Afrique de l'Ouest se dirige vers une configuration à plusieurs vitesses, voire à plusieurs ordres concurrents. D'un côté, ECOWAS tente de préserver son rôle historique d'intégration et de médiation. De l'autre, l'AES se positionne comme un pôle alternatif, fondé sur la souveraineté nationaliste et la coopération militaire. Cette coexistence crée des zones de friction, mais aussi des espaces de compétition institutionnelle. Les États non alignés devront arbitrer entre stabilité procédurale et autonomie revendiquée. Dans ce contexte, la Guinée-Bissau devient plus qu'un simple membre, elle est un point de jonction. Son choix influence les calculs des capitales voisines et pèse sur la crédibilité des deux blocs. Les conséquences ne se mesureront pas seulement en déclarations diplomatiques, mais dans la capacité de chaque camp à produire des résultats tangibles. C'est à ce niveau concret que se jouera l'avenir de l'ordre régional ouest-africain. Dans un scénario central, la Guinée-Bissau consolide son alignement avec l'Alliance des États du Sahel sans rupture économique immédiate. Si les autorités parviennent à maintenir des canaux commerciaux informels avec les États d'ECOWAS, tout en affichant une coopération sécuritaire accrue avec l'AES, alors la transition reste gérable à court terme. Les effets se traduisent par une visibilité politique renforcée et par des annonces de projets logistiques, sans transformation rapide des capacités réelles. Dans ce cas, l'ordre régional évolue par ajustements successifs plutôt que par choc frontal, et ECOWAS conserve un rôle amoindri mais fonctionnel. Dans un scénario optimiste, l'accès maritime devient un levier effectif. Si des investissements ciblés sont mobilisés pour moderniser les infrastructures portuaires et améliorer la coordination logistique, alors la Guinée-Bissau peut transformer son rôle de passerelle en avantage économique tangible. L'AES gagne en crédibilité opérationnelle, en diversifiant ses routes commerciales et en réduisant certaines dépendances. Cette trajectoire suppose une discipline institutionnelle minimale et une stabilité politique suffisante pour rassurer des partenaires non occidentaux. Dans ce cadre, la référence idéologique portée par des figures comme Ibrahim Traoré se traduit par des résultats visibles renforçant l'attractivité du modèle pour d'autres États hésitants. Le scénario défavorable repose sur une accumulation de frictions. Si la sortie d'ECOWAS entraîne une contraction de l'accès au financement, une baisse de la confiance des investisseurs et des tensions internes, alors les coûts différés de la rupture deviennent dominants. Les promesses de souveraineté se heurtent à des contraintes budgétaires et administratives, tandis que l'AES peine à fournir un soutien matériel suffisant. Dans ce cas, l'alignement alternatif apparaît plus symbolique qu'opérationnel et la Guinée-Bissau se retrouve exposée à une instabilité accrue. Ce scénario affaiblit aussi l'AES, en révélant l'écart entre ambition politique et capacité effective. Ces trois trajectoires partagent un point commun. Elles dépendent moins des déclarations que de la mise en œuvre. Si les décisions restent au niveau rhétorique, alors les structures existantes reprennent le dessus. Si elles s'accompagnent d'actions ciblées et coordonnées, alors un nouvel équilibre peut émerger. La recommandation centrale est donc analytique plutôt que normative. Observez les indicateurs concrets avant de conclure.
Les 6 à 12 prochains mois diront si le réalignement ouvre un cycle de transformation mesurable ou s'il reste un geste politique à rendement limité. Pour les citoyens ordinaires, les effets de ces recompositions régionales sont rarement immédiats, mais ils sont profondément structurants. Les décisions prises au sommet modifient d'abord l'environnement dans lequel s'exercent les politiques publiques. Si les circuits de financement changent, si les partenariats sécuritaires sont redéfinis, alors les priorités budgétaires et administratives évoluent en conséquence. À court terme, cela peut se traduire par une continuité trompeuse. À moyen terme, par des ajustements qui touchent l'emploi, les prix et l'accès aux services. Pour les jeunes générations, particulièrement nombreuses et politiquement attentives, le discours de rupture exerce une attraction spécifique. La promesse d'un État plus autonome, moins soumis à des cadres extérieurs, nourrit l'espoir d'un changement réel après des décennies de stagnation. Cependant, cet espoir est conditionnel. Il dépend de la capacité des nouvelles alliances à produire des résultats visibles, sécurité accrue, opportunités économiques et amélioration progressive des conditions de vie. Sans ces signaux, l'adhésion symbolique peut rapidement se transformer en scepticisme. Pour les élites économiques locales, la période est marquée par l'incertitude stratégique. Certaines y voient une occasion de se repositionner dans de nouveaux réseaux régionaux, moins saturés et potentiellement plus flexibles. D'autres redoutent la perte de cadres juridiques familiers et la volatilité des règles du jeu. Dans ce contexte, les comportements deviennent attentistes, freinant les investissements à court terme, tout en explorant discrètement des alternatives. Enfin, pour les administrations nationales, l'enjeu est celui de la cohérence. Changer d'alignement régional impose une capacité de coordination interne élevée afin d'éviter les contradictions entre discours politiques et pratiques quotidiennes. Sans cette cohérence, les bénéfices attendus risquent de se dissiper. Pour les publics concernés, la question essentielle reste pragmatique. Ce réalignement se traduira-t-il par des améliorations concrètes ou restera-t-il une reconfiguration lointaine aux effets diffus ? Transformer un choix géopolitique en résultat tangible suppose une séquence d'actions claires. La première étape concerne la stabilisation institutionnelle. Si la Guinée-Bissau veut crédibiliser son réalignement, alors elle doit clarifier les chaînes de décision, sécuriser les administrations clés et réduire l'incertitude réglementaire. Sans ce socle minimal, aucun partenariat, qu'il soit régional ou extra-régional, ne peut produire d'effets durables. La deuxième étape porte sur la priorisation économique. Plutôt que de multiplier les annonces, le gouvernement doit sélectionner un nombre limité de projets à fort effet d'entraînement, notamment dans les infrastructures portuaires et logistiques. L'objectif n'est pas une transformation immédiate, mais la création de signaux crédibles montrant que l'accès maritime peut devenir opérationnel. Cette logique graduelle est essentielle pour éviter un écart excessif entre ambition et capacité. La troisième étape concerne la coordination sécuritaire au sein de l'Alliance des États du Sahel. Si l'AES veut apparaître comme plus qu'un cadre idéologique, elle doit démontrer une capacité de planification commune et de partage de ressources. Dans ce domaine, l'expérience du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré sert de référence implicite, centralisation du commandement, priorité à la souveraineté décisionnelle et recherche de partenaires alternatifs pour compenser les ruptures. La quatrième étape est diplomatique. Maintenir des canaux ouverts avec certains membres d'ECOWAS permettrait de limiter les coûts de la rupture. Il ne s'agit pas d'un retour en arrière, mais d'une gestion pragmatique de l'interdépendance régionale. Une posture de confrontation totale risquerait d'isoler inutilement la Guinée-Bissau à un moment où sa marge de manœuvre reste étroite. Enfin, la cinquième étape est celle de la mesure. Chaque action doit être associée à des indicateurs simples. Délai, capacité livrée, coût maîtrisé. Sans ces repères, la souveraineté reste un concept abstrait. Avec eux, elle devient une trajectoire vérifiable. Cette feuille de route n'assure pas le succès, mais elle réduit l'incertitude. Elle déplace le débat du registre symbolique vers celui de l'exécution, là où se joue réellement l'avenir du réalignement. Au début, la Guinée-Bissau apparaissait comme un État périphérique, fragile, souvent réduit à ses crises internes et à son instabilité chronique. Son littoral était un fait géographique, pas un levier politique. Aujourd'hui, ce même littoral est devenu un symbole,
celui d'un basculement qui dépasse largement ses frontières. Le choix de quitter ECOWAS et de rejoindre l'Alliance des États du Sahel a transformé un pays marginal en point de convergence stratégique. Ce retournement fait écho aux motifs introduits plus tôt. La tension constante entre ambition politique et capacité réelle. La décision est audacieuse, presque irréversible, et elle s'inscrit dans une vague plus large de remise en cause de l'ordre régional hérité de l'après-indépendance. Dans cette dynamique, la figure d'Ibrahim Traoré agit comme un miroir. Elle incarne la possibilité d'une rupture assumée, mais aussi les difficultés d'un pouvoir qui doit traduire un discours de souveraineté en résultats concrets. L'émotion centrale n'est ni l'enthousiasme ni la crainte, mais l'incertitude. Une incertitude chargée de promesses et de risques qui traverse les capitales, les administrations et les sociétés. La Guinée-Bissau n'a pas seulement changé d'alignement, elle a accepté d'entrer dans une zone grise où les règles sont encore en train de s'écrire. Une chose toutefois est déjà acquise et elle compte, l'ordre ancien ne revient pas. Au terme de cette analyse, une réalité s'impose. Le réalignement de la Guinée-Bissau n'est ni un simple épisode politique, ni une anomalie isolée. Il s'inscrit dans un moment plus large où les cadres régionaux, les récits de légitimité et les équilibres de pouvoir sont activement redéfinis. Ce mouvement oblige à dépasser les réactions instinctives, qu'elles soient d'adhésion ou de rejet, pour interroger les mécanismes profonds à l'œuvre. La question centrale n'est pas de choisir un camp par réflexe, mais de comprendre ce que chaque trajectoire produit réellement. Quel type de stabilité émerge lorsque la souveraineté est placée au-dessus de l'intégration? Quelle forme de dépendance remplace celle que l'on rejette? Et surtout, comment mesurer le succès autrement que par des déclarations symboliques? Ce débat concerne bien au-delà des cercles dirigeants. Il touche les sociétés, les économies et les générations futures, appelées à vivre avec les conséquences de ces choix. Observer, comparer, questionner devient alors un acte civique autant qu'analytique. Face à un ordre régional en recomposition, la réflexion collective est peut-être la seule boussole fiable. Quelle lecture faites-vous de cette transformation en cours et quels signaux vous semblent les plus décisifs pour juger de sa trajectoire réelle ?